Sur l'année 2025, s'il y a bien un film qui a marqué la Japanimation en ayant tout cassé au niveau du box-office, c'est bien sans hésitation le film Demon Slayer La Forteresse Infinie. Seulement 8 jours après sa sortie, il atteint les 7,5 millions d'entrées et les 10 milliards de yens de bénéfices. 10 milliards de yens, c'est environ 60 millions d'euros. Un record pour un film japonais, record qui était anciennement détenu par lui-même, avec Demon Slayer Le Train de l'Infini. En France, il a enregistré plus d'1 million d'entrées durant sa première semaine. Alors c'est bon, Demon Slayer a sorti le meilleur film d'animation de tous les temps, il n'y a plus aucun débat, ça s'assoit à la table de Dragon Ball, et En fait, non. Le film excelle dans plusieurs domaines, mais il n'est pas exempt de tout défaut. On en parle tout de suite. Attention disclaimer, il y aura du spoil et j'ai pas les droits de diffuser des images du film. Donc pour éviter de me faire gangbang par le robot YouTube et les ayants droit, je ne mettrai que des courts extraits de ce dernier. Alors pour commencer en termes de durée, le film fait 2h35. C'est énorme. Et on les sent passer. C'est presque aussi long qu'Interstellar. Perso, c'est le film d'animation japonaise le plus long que j'ai jamais vu. Alors oui, c'est rentable si tu vas le voir au cinéma vu que ça te fait plus de contenu, mais moi je préfère largement un format saisonnier avec un épisode par semaine plutôt qu'une compilation d'épisodes à voir au cinéma. Même si voilà, on sait tous pourquoi Ufotable depuis quelques années, il fonctionne comme ça. J'espère juste que ça va pas créer un précédent et que toutes les autres productions ne vont pas s'inspirer de son fonctionnement pour nous chier des films chaque année que t'es obligé de voir pour connaître la suite du manga. Je dis ça, mais c'est déjà le cas avec le récap de Shibuya et les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison de Jujutsu Kaisen. Putain, aller au cinéma pour voir un récap, ça me dépasse. Et il y a aussi Chainsaw Man, mais lui, selon les premiers retours, il est bien plus adapté au format film que Demon Slayer. À la base, quand t'allais voir un film de Japanimation au cinéma, c'était vraiment du contenu bonus que t'étais pas obligé d'aller voir et qui servait vraiment purement de produits dérivés, qui n'a aucune incidence sur le canon du manga. Mais depuis quelques années, la méta elle a changé. Le football il a changé. Et moi, ça m'embête de devoir aller au cinéma, déjà parce que je suis pauvre, et aussi parce que artistiquement parlant, je trouve ça pas toujours pertinent. Mais bref, le film en lui-même, qu'est-ce qu'il vaut? Visuellement, je pense qu'on sera tous d'accord, y a rien à redire, pas besoin de parler pendant 20 minutes, c'est beau, ça bouge bien, la DA, les OST, encore une fois, Ufotable, ça déçoit jamais à ce niveau-là. Et rien que pour les visuels, ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. L'expérience est folle. Et cette qualité d'animation, c'est l'une des 2 raisons pour lesquelles j'ai toujours vesqué le manga. L'autre raison étant que les dessins du manga, avec tout le respect, c'est vraiment dessiné avec les pieds. En fait, le film Demon Slayer, si on devait le résumer en une phrase, ce serait Demon Slayer qui fait du Demon Slayer. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas forcément positif non plus. En fait, il s'inscrit dans tout ce que Demon Slayer nous a proposé depuis la saison 1. On a eu du combat épique hyper bien animé, comme d'habitude, des OST qui rendent le tout plus épique, comme d'habitude, du power-up à base de flashback sur le daron à Tanjiro, le danseur de Zumba professionnel, comme d'habitude, de l'antagoniste dont on découvre le flashback tragique, comme d'habitude. Certes, il y a du recyclage qui a rendu le tout hyper prévisible, mais ça marche à chaque fois, parce que malgré la redondance, malgré le fait qu'on savait à peu près tous comment ça allait se terminer, ça reste bien exécuté. Et surtout, vous voyez le schéma narratif répétitif qu'on retrouve à chaque arc de Demon Slayer? Bah à chaque fois qu'il est utilisé, il fait mieux que la dernière fois. Tanjiro vs Rui c'était bien, Tanjiro vs Gyutaro c'était encore mieux, et contre Akaza c'est encore beaucoup mieux. Donc c'est comme si on prenait en puissance au fil des saisons. À part dans les saisons 3 et 4 que j'ai trouvé oubliables personnellement. On reviendra plus tard sur le flashback de Akaza. Si on parle du début du film, je trouve qu'il était vraiment rushé. Voilà, il y a 3 intrigues principales dans le film. Celle de Shinobu, celle de Zenitsu et celle de Tanjiro. Et bah à part l'intrigue de Tanjiro, les 2 autres sont vite passés à la trappe. Je sais pas si c'est comme ça dans le manga aussi, mais j'ai trouvé ça vraiment faible si c'est la conclusion des 2 personnages. Shinobu, a priori, elle est morte, et sa morte, elle est aux F tiers. Pourtant, on la connaît depuis longtemps, donc je m'attendais quand même à un peu plus de sa mort. Surtout si on la compare à celle de Akaza qui est un antagoniste. Pourtant, au final, il nous fait ressentir plus d'empathie que Shinobu. J'ai l'impression qu'elle a un peu été sacrifiée au profit de Akaza. Et c'est pareil pour Zenitsu. Son combat est très rushé. Si c'est ça la conclusion du personnage, c'est vraiment décevant. Déjà que le personnage n'a pas énormément proposé depuis le début du manga, genre ok il est fort, il maîtrise la foudre, mais c'est loin d'être le personnage le plus intéressant. Et à la fin de la dernière saison, vu comment on l'a teasé, je pensais qu'il allait proposer du lourd pendant cet arc. Et bah je m'attendais à beaucoup plus que ça. Son combat c'était juste contre un type dont on avait presque jamais entendu parler avant et qui est largement oubliable. Petit flashback de l'amitié avec leur sensei, petit one shot et on passe à la suite. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu les scans donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Si c'est vraiment ça le combat ultime de Zenitsu et qu'il propose plus rien après, bah c'est pas à la hauteur, surtout pour l'un des personnages principaux quand même. Le main event du film c'était clairement le combat de Tanjiro et Gyu contre Akaza. Le duo qui affronte Akaza je le trouve pertinent. Tanjiro forcément vu ses antécédents avec lui durant l'arc du train de l'infini, ils étaient obligés de se retrouver ici. Et Gyu c'est le premier pilier à avoir rencontré Tanjiro. Et c'est un peu l'élément opposé à Rengoku, donc qui de mieux pour le venger. Le combat aurait été moins pertinent s'il était en duo avec, je sais pas, Mitsuri par exemple. Tanjiro va beaucoup progresser durant le combat. On va même nous dire qu'il a le niveau d'un pilier. Bon après ça veut pas dire grand chose niveau pilier vu que Rengoku n'a pas du tout le niveau d'un Gyu par exemple. Là je pense que dans le film il a quand même surpassé Gyu clairement. Il va débloquer un nouveau skill qui est la dimension transparente. Une sorte d'état qui lui permet entre autres si j'ai bien compris d'effacer sa présence et d'éviter les coups plus facilement. Encore une fois le combat exceptionnel visuellement. Des combats meilleurs que ça se compte sur les doigts d'une main. Mais
Est-ce que c'est pas possible d'amener un power-up autrement que par un flashback sur le daron? En plus, Tanjiro il fait quoi entre chaque arc? Il s'entraîne, non? Ce qui est logique, on n'est pas dans Fairy Tail. Donc pourquoi il développe pas ses power-up durant ses entraînements? Tanjiro c'est le mec le plus pistonné du manga. Il a fait des stages chez Shinobu, chez Rengoku, chez Tengen, Muichiro et j'en passe. Il s'est entraîné avec les mecs les plus chauds du game. Mais celui qui le fait le plus progresser, c'est son père défunt. Alors personnellement, j'ai aucun problème avec le fait que Tanjiro soit une sorte d'élu, héritier du souffle du soleil, et que son père soit quelqu'un d'important. Le problème, c'est qu'on dirait que Tanjiro est un amnésique, et que chaque arc dans un moment difficile, il se dit « Oh tiens, mon père il m'a appris la danse du soleil. Oh tiens, mon père il a décapité un ours. Oh tiens, mon père il faisait ci. » C'est ça le problème. Tanjiro il s'entraîne pas à la maîtrise de ses power-ups, il les développe en un claquement de doigts, en un flashback. Là typiquement, la dimension machin, ça sort un peu du chapeau de Gotoge. Et tant qu'on en parle, faut parler de ce qui a un peu cassé le rythme, c'est les flashbacks. C'est une dinguerie, le film aurait pu s'appeler Demon Slayer le flashback de l'infini, ça m'aurait pas choqué. L'autrice n'arrive pas à rendre ses antagonistes intéressants autrement que par des flashbacks, donc on t'en balance 45. Ouais, attends, laisse-moi parler vite de ma famille. Donc il y a mon frère, il avait une maladie des os. La manière dont je parle, on dirait que je suis en train de démonter le film alors que j'ai trouvé la backstory de Akaza excellente. Si j'étais pas un sale aigri, j'aurais carrément lâché une larme à la fin. Parce que c'est la troisième fois que je répète, je crois, mais Ufotable sont beaucoup trop forts. Ils ont sublimé le manga. Bon, c'est pas compliqué, tu me diras. Mais en fait, ils l'ont pas juste sublimé, ils l'ont fait passer dans une autre dimension, la dimension transparente. Désolé pour cette blague nulle, c'était pas du tout dans le script en plus. Donc Ufotable a fait passer Demon Slayer dans une autre dimension, et ça franchement ça fait plaisir. Il y a des gens qui diront, oui Demon Slayer c'est surcoté, sans l'animation personne n'aurait calculé. Bah écoute, oui peut-être, mais tu veux faire quoi? Retirer l'animation? Je suis d'accord pour dire que le matériel de base, donc le manga en lui-même, est loin d'être un classique. Demon Slayer reste un manga cliché. Demon Slayer reste un manché. Mais si Ufotable a décidé d'améliorer tout ça en donnant l'une des meilleures animations qui soit, bah autant en profiter. C'est comme si je disais, oui Hunter x Hunter sans le remake de 2011 ça aurait eu moins de buzz. Mais on s'en fiche. Et tant mieux si un studio arrive à offrir la meilleure version possible à une adaptation. Bref, revenons à Akaza. On comprend maintenant mieux ses motivations et son obsession de devenir fort. C'est qu'avec la force qu'il peut survivre et protéger les gens qui comptent pour lui. Après être devenu un démon, il n'avait plus rien à protéger, mais inconsciemment, cette quête de puissance est restée en lui. On comprend aussi pourquoi il déteste les faibles et les personnes qui empoisonnent, vu que son puits s'est fait empoisonner, ce qui a entraîné la mort de son maître et de sa femme. Heureusement il n'est pas tombé nez à nez avec Shinobu alors, hein, parce que ce que Doma lui a fait, c'était gentil à côté de ce que Akaza lui aurait fait. La violence de la scène qui a suivi, quand il a fait une descente dans le dojo d'en face, il nous a fait une Obito après la mort de Rin. La meilleure scène du film pour moi. C'est à ce moment-là qu'il a perdu la seule chose qui l'a empêché de sombrer dans la haine. Il n'avait pas d'amis, son père s'était ouvert le ventre à cause de lui, et il n'a pas su protéger les seules personnes qui lui ont redonné goût à la vie. Il n'y a rien de plus violent qu'un futur antagoniste quand tu tues sa femme. Ouais, j'avoue, en vrai, ça marche pas avec Obito vu que cet idiot il était dans la friendzone. Ça, c'est du flashback comme on les aime. C'est pas celui de Mitsuri. J'aime pas Mitsuri, ça se voit ou pas? Même si, comme je l'ai dit avant, les backstories dans l'anime se ressemblent beaucoup et racontent souvent la même chose. Les piliers ont perdu des proches à cause des démons, comme Shinobu dans le film d'ailleurs, mais j'en ai pas parlé parce que c'était pas très intéressant. Et les démons ont perdu leur humanité à cause des injustices qui les a menés au désespoir, comme Akaza le Goat. La seule chose que j'ai pas compris, peut-être que j'ai manqué une info, c'est pourquoi Akaza il reste en vie après s'être fait couper la tête. À part si c'est expliqué plus tard, ça me paraît bizarre. J'espère que c'est pas juste un truc à la sa volonté de survivre était plus forte que la mort, non. Faut un vrai truc s'il vous plaît, pas juste il est invincible donc c'est le seul à pouvoir se donner la mort. En tout cas j'ai super hâte de découvrir ce que tous les autres personnages vont nous offrir dans la suite. Apparemment ce sera encore des films mais bon, on va dire que vu la qualité proposée ils méritent leur argent. Pour la note finale ce serait pour moi un 16 sur 20, voilà. Les points que je retire c'est surtout la longueur de certaines intrigues ratées mais globalement ça reste un super film d'animation. C'était mon avis sur le film Demon Slayer La Forteresse Infinie, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Je pense que quand même le film est très apprécié et à raison. Si vous avez aimé la vidéo vous pouvez liker, vous abonner, rejoindre le serveur Discord en description. La prochaine vidéo je l'annonce sera bien plus longue que ce que je fais d'habitude donc elle prendra plus de temps à sortir. J'ai envie de m'essayer au format long, on verra ce que ça donnera. Sur ce c'était Aizo et je vous dis ciao.